Bienvenue à un autre épisode de Mémoire digitale, le podcast innovant d'innovation qui met en valeur les innovants, qui digitalise les mémoires des personnes qui ont participé à des grandes réalisations, qui ont un chemin innovant. Donc, c'est vraiment ça qui est au cœur de notre contenu. Puis c'est moi ce qui me passionne énormément, comme vous le savez. Aujourd'hui, je suis content de recevoir Michael Camus de MIMS, My Intelligence Machines, qui est une entreprise qui allie intelligence artificielle, données pharmacologiques, agritech, donc un mélange de tout ça ensemble. Michael, qui est le CTO, le Chief Technological Officer, excusez, donc qui est le volet, le penchant scientifique. On peut-tu dire ça, Michael, que tu es le volet scientifique de MIMS? Alors, bonjour Pierre-Sébastien. Alors, on peut dire que oui, le volet technologique et scientifique, oui, c'est un peu des deux, oui, effectivement. Parce que ton parcours est quand même assez inspirant. J'ai fait quelques recherches sur toi au cours des dernières semaines. Déjà en 2002, tu étais à l'Institut européen de technologie. Donc, ton amour de la technologie, de l'innovation, ça date pas d'hier non plus, là. Non, effectivement, ça date pas d'hier. En fin de compte, ça commence avec une passion de l'informatique, en fait, de l'architecture des ordinateurs. Et j'ai commencé très tôt à m'intéresser à cela. Au départ, l'architecture des ordinateurs avec l'électronique. Et puis après ça, les langages de programmation et la programmation en elle-même. Donc, tout ça t'amène très tôt dans ton parcours à vouloir, je vais dire ça comme ça, là, jouer avec des gadgets, jouer avec du hardware, des ordinateurs, ouvrir des cartes mères, un peu découvrir comment ça fonctionne. C'est quoi l'appel qui t'a amené vers là? Est-ce que c'est vraiment une simple passion que tu avais ou étant jeune, tu as toujours été comme ça? Écoute, étant jeune, je me suis toujours intéressé aux choses. J'ai toujours été un petit peu curieux. Et quand j'ai découvert vraiment les machines, je me suis demandé vraiment comment ça fonctionnait. Puis je trouvais ça quand même assez passionnant parce que on était capable d'automatiser des tâches, en fait, des tâches qu'un être humain était capable de faire. Et à l'époque, c'était des tâches assez simples, mais c'était tout de même automatiser des tâches. Et il faut quand même aussi garder en tête que dans les années 90, on avait déjà des systèmes qui nous permettaient de faire ce qu'on fait actuellement avec beaucoup moins de puissance et de réseau, évidemment, mais tout ce qui est copier-coller, traitement de texte, graphisme, toutes ces choses-là, le multitâche, on avait déjà ces genres de systèmes qui fonctionnaient. Je suis content que tu aies parlé de curiosité des gens en bas âge parce qu'il y a plusieurs des intervenants avec qui j'ai eu la chance de parler dans Mémoire digitale qui m'ont amené ce volet-là de curiosité très, très tôt dans leur parcours. Tu travailles avec les données, tu travailles avec des scientifiques, tu travailles avec des génomes même, la génétique des gens. À ton avis, est-ce que l'innovation ou la curiosité, c'est un trait génétique chez quelqu'un? Ça, c'était une très, 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 très bonne question. Je pourrais pas y répondre là, mais tout ce que je peux dire, en fait, c'est qu'on a peut-être des facilités à ça, mais surtout en fonction de l'environnement dans lequel on vit, je pense. Il y a une partie sociétale qui est quand même assez importante au niveau des habitudes, au niveau de quand on voit, on regarde le monde qui nous entoure. Comment on réagit face à celui-ci, comment on exactement. l'analyse aussi qui fait partie de tout ça. Donc, je l'ai dit, Tout à fait. 2002, Institut européen de technologie. Par la suite, tu vas aller à l'Université Pierre et Marie Curie faire un doctorat de ce côté-là. Comment se passe ce parcours-là? À quel moment dans ta vie, Michael, tu dis, je vais aller vers l'intelligence artificielle, comprendre ce modèle-là, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut en tirer? À quel moment ce déclic-là se fait chez toi? Alors, il y a une certaine logique là-dessus parce que ça part toujours par l'informatique, hein. C'est-à-dire que j'ai fait des études en informatique, j'ai commencé la programmation très très tôt et je suis arrivé à Paris dans une école d'ingénieurs privés en fait pour mes études. Et l'idée, c'était pas forcément de faire de l'intelligence artificielle, mais apprendre à programmer, apprendre à c'est quoi l'informatique, c'est quoi un ordinateur, Comment ça ça fonctionne? fonctionne, mais de A à Z, vraiment, OK. au niveau logiciel et au niveau matériel. Et au niveau de mon cheminement, évidemment, je me suis dit, on est capable d'automatiser énormément de tâches. Et l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu une automatisation des tâches à l'extrême un petit peu. C'est comprendre un petit peu la logique, un petit peu comment fonctionne un être humain au niveau de sa cognition, puis essayer d'atteindre cet objectif-là, de reproduire ça. Et donc, de fil en aiguille, en fait, je me suis intéressé à ce genre de projet pendant que j'étais étudiant. Voilà, parce qu'il y a cette partie automatisation à l'extrême là, qui m'attirait beaucoup. Donc,
Puis là, c'est drôle parce que ça t'a amené dans le domaine plus de la santé avec MIMS, on le sait, mais cette automatisation-là, c'est bon, aurait pu prendre place dans à peu près n'importe quel autre domaine parce que tous les domaines aujourd'hui, je pense, ont besoin d'automatisation d'une certaine façon avec la crise de main-d'œuvre qu'on connaît. Mais déjà, on parle de 2007, la thèse de doctorat. On est très, très tôt. On n'est pas encore à l'étape des crises majeures d'emploi, de recrutement. On n'est pas à un moment où on a besoin absolument de ressources puis qu'on a besoin d'automatisation. On est même dans certains cas à des places où on manque d'emploi pour des gens. Il y a des gens qui sont sur un haut taux de chômage. Est-ce que c'était déjà pas peut-être un peu innovant de se dire, je vais déjà à ce moment-là commencer à travailler sur des processus d'automatisation? Écoute, peut-être dans le contexte ça pouvait l'être. Dans ma tête, je ne pensais pas vraiment innovation. Je pensais vraiment à l'intérêt, le sujet m'intéressait énormément. Donc j'avais envie de le creuser et j'avais envie d'aller vers ce sujet-là. C'est cette quête-là du savoir qui t'habitait à ce point-là? C'est ça, exactement. C'est ça. C'est comme on dit, hein, la connaissance c'est le pouvoir. Puis quand on connaît des choses, on est capable de comprendre les détails, les cheminements, et ça participe un petit peu à un genre de bien-être. Quand on comprend des choses, on est capable de naviguer de manière un peu plus facile dans notre monde. Hein. Tu as pu voir un peu la croissance et la naissance de l'intelligence artificielle à travers les années. Tu es quand même là-dedans depuis belle lurette. Donc, tu as pu voir les débats sociétaires que ça a dû amener, les problèmes d'éthique possibles. Comment tu perçois justement tout ce questionnement-là de souvent, c'est des gens qui ne connaissent pas ça ou peu ça et qui ne voient pas nécessairement les incidences positives que peut avoir l'intelligence artificielle ou l'automatisation ou la robotique même. Comment tu perçois ce doute réfractaire-là qui existe dans la société? Alors ça, je le comprends tout à fait. Puis là, je vais reculer un petit peu dans le temps, juste avant ma thèse, à ce niveau-là, parce que j'ai eu la chance de travailler dans une compagnie de haute technologie quand j'étais encore en France. Et on a travaillé sur des projets pour l'Agence spatiale européenne et pour la défense européenne. Quand même. Donc on a travaillé sur les premiers simulateurs du projet Galileo, donc qui est le GPS européen. Donc on a travaillé sur des systèmes autonomes pour les satellites. Et puis pour la défense, on a travaillé sur des systèmes de gestion de mission de véhicules aériens autonomes. OK. Et donc, à ce niveau-là, moi, je me suis dit, faut creuser, en fait, parce que là, j'ai pu étudier des sujets de manière assez intense. Et c'est là, en fait, c'est ça qui m'a décidé, en fait, que je voulais en connaître plus et de creuser le sujet de l'intelligence artificielle, donc de postuler, en fin de compte, à l'université Pierre-Marie-Curie, en fait, pour faire une thèse. Et donc j'ai vu tout ce cheminement en fait et les possibilités qu'on avait au niveau de l'intelligence artificielle. Puis, je me plais à dire que je pense qu'elles sont infinies. Qu'est-ce qui pourrait dicter une limite à l'intelligence artificielle selon toi? Alors nous-mêmes, l'être humain, la société civile, c'est à nous de mettre ces limites-là, parce qu'effectivement, les possibilités sont totalement illimitées. C'est une question de temps, en fait. On ne peut pas prédire les choses. Mais c'est à nous, au niveau société civile, en fait, de nous poser la question quel genre de société, en fait, nous voulons dans le futur, pour nous, pour les futures personnes, pour nos enfants. Et c'est à nous de mettre ces limites-là. Parce que éthiquement parlant, c'est vrai que il y a certains problèmes qui peuvent émerger en fonction de la manière dont on développe cette intelligence artificielle-là. Parce que, tu sais, souvent, dans les films hollywoodiens américains, l'intelligence artificielle n'est pas toujours peinte ou dépeinte comme étant une solution. Rappelons-nous Terminator quand le premier est sorti, Ultron dans les Avengers. Donc, cette idée que l'intelligence, la matrice même, si on prend un autre, que cette intelligence artificielle-là va prendre le dessus sur l'humain, je pense que cette crainte-là habite beaucoup de gens. Comment on contrôle ces éléments-là? Comment on contrôle la liberté qu'on donne à une intelligence artificielle? Eh bien, on contrôle ça en fait en employant des méthodes qui nous permettent de monitorer et de contrôler donc ces intelligences artificielles-là, de les comprendre pendant qu'elles sont en train de fonctionner,
pour voir s'il y a des actions qui ne sont pas souhaitables pour pouvoir contrecarrer ça en avance, donc d'être proactif en fait. Donc je pense que l'intelligence artificielle est positive pour notre société. Oui. On en a besoin. Ça va nous permettre de faciliter énormément de transitions, que ce soit écologique et sociétale. Par contre, la manière de faire est importante pour monitorer ces intelligences artificielles-là. Et il y a tout un tas de méthodes, évidemment, en informatique, en intelligence artificielle, pour pouvoir le faire. Après, il faut se mettre d'accord aussi pour aller vers ça, en fait. Oui. Excuse-moi, je t'arrête, tu me dis se mettre d'accord. Est-ce qu'il y a une union mondiale de codes d'éthique? Est-ce que cet accord-là doit être international? Est-ce qu'il est par territoire? Comment ça fonctionne, ça? Alors actuellement, il n'y a pas vraiment... il y a des codes d'éthique, oui, comme la lettre de Montréal, en fait, qui a été signée, que nous avons signé aussi, évidemment. Par contre, il n'y a pas vraiment d'encadrement, donc il n'y a pas vraiment de règles internationales à ce niveau-là, et c'est la communauté un petit peu qui se met d'accord de manière implicite un petit peu en discutant pour ne pas aller vers des IA, des intelligences artificielles qui ne sont pas contrôlables du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est lié beaucoup évidemment à l'informatique, parce que l'informatique, bien que ce soit la science des ordinateurs, nous avons la programmation. Et la programmation, c'est un art libéral. Et contrairement à une science dure comme la physique, nous pouvons faire évoluer et nous mettre d'accord sur quel genre d'informatique nous voulons, quel genre d'ordinateur nous voulons en fait. Donc, parce que il est possible, avec le matériel que nous avons et les logiciels que nous avons, les langages de programmation existants, d'inventer des nouveaux systèmes d'information. Okay. Donc, c'est la communauté aussi qui fait émerger ça et qui se met d'accord. Donc c'est pour ça qu'en informatique, on parle d'urbanisation, on parle un petit peu d'urbanisation et d'architecture, en fait, parce que ça ressemble énormément à une ville, par exemple, en fait, avec différents bâtiments, des communications, des choses comme ça. De ce que j'entends, la communauté d'intelligence artificielle mondiale est une communauté qui semble tissé assez solide. Donc, il y a une collaboration dans cette communauté-là. Il y a une ouverture à partage d'informations, s'assurer qu'on respecte l'éthique, on travaille tous dans le même sens? Alors, ce serait beaucoup dire qu'on travaille tous dans le même sens, mais il y a la communauté scientifique, oui, est là pour partager en fait des découvertes avec les pairs. Après, il y a la section entreprise privée qui utilise l'intelligence artificielle pour certains produits qui ne sont pas forcément partagés, communiqués, le code source n'est pas ouvert. Et là, on n'a pas du tout de contrôle. On n'a pas du tout de contrôle à ce niveau-là. La communauté n'a pas de regard à ce niveau-là. OK. On parle d'un parcours innovant depuis un bas âge, les technologies, la programmation, les ordinateurs, comment ça fonctionne, à aujourd'hui un projet qui est excessivement inclusif, excessivement motivant aussi pour la société, pour les bienfaits qu'il peut apporter. On parle de MIMS, Mind Intelligent Machines, qui est une société qui a été créée en 2017, si je ne me trompe pas, juste avant la pandémie. Ça a dû vous aider, ça, 2 ans de pandémie dans une création d'entreprise? C'est sûr qu'on a eu des challenges à ce niveau-là, oui, effectivement. Comment vient l'idée de Jenna, toi, et le nom du troisième partenaire m'échappe, je m'excuse, vous êtes 3 là ensemble. Abdoulaye. Exact, Abdoulaye. Comment vous vient l'idée à ce moment-là de joindre la bioinformatique, la génétique, l'intelligence artificielle, les données omiques? Comment on fait pour en faire un regroupement puis arriver à essayer de changer la société puis le monde de demain? Écoute, c'est un long cheminement. Ça a pris quelques années. Sarah, je l'ai rencontrée vers 2010-2011, en fait, dans une conférence de robotique et d'intelligence artificielle. Alors que Sarah est une biologiste de base. Mais elle s'intéressait vraiment au domaine. Et moi, j'allais dans ce genre de conférences pour aussi essayer de rencontrer différentes personnes. Parce que la pluridisciplinarité a été toujours très, très importante pour moi. Et quand nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté,
Et là, je trouvais ça assez passionnant parce que moi, je travaillais dans le monde de l'informatique. Mhm. J'avais développé avec ma thèse un système d'intelligence artificielle basé sur des systèmes multi-agents pour contrôler des groupes de robots, euh, où on était capable donc, de contrôler des robots et de générer du code en modifiant la connaissance. OK. Donc j'avais un système plutôt original et quand on a discuté avec Sarah, on a échangé sur nos domaines respectifs et je trouvais ça passionnant en fait d'entendre parler de reprogrammation cellulaire, d'entendre parler d'une machine biologique en fin de compte parce que Un ordinateur, mais Sarah travaille biologique, oui, exactement. voilà, dans la biologie des systèmes. Donc on a décidé de travailler un petit peu ensemble dans son laboratoire en fait pour essayer de voir si mon système avait des traits un petit peu de comportement biologique, ce qu'on a découvert à un moment donné. Et puis à partir de là, moi j'ai continué mon cheminement, j'ai monté des compagnies, mais on a toujours continué en fait à se voir et à discuter parce qu'on savait qu'on avait envie de faire quelque chose. Et vers 2016, ça a émergé. Et on s'est dit c'est le moment en fait de monter quelque chose. Et Sarah, à l'époque, elle travaillait aussi avec Abdoulaye, donc elle lui a parlé en fait de notre projet, puis il a tout de suite embarqué, parce qu'avec l'avènement de la génomique, hein, les biologistes sont obligés un petit peu de travailler avec des informaticiens, des bioinformaticiens, des spécialistes en machine learning en fait pour interpréter toutes les données. Et nous, on s'est dit, on a envie de développer des outils pour ça. Donc, On est le loin de lien d'automatisation est encore une ici. fois, mais ça, j'allais dire, on est loin de l'automatisation des courriels, des CRM, mais ça demeure toujours l'automatisation dans certains processus. Puis on est encore plus loin des secrétaires plombiers. Puis là, les métiers évoluent. Je l'ai dit à mon fils qui a eu 18 ans, j'ai dit, tu sais, le métier que tu risques de faire dans 5, 10, 15 ans, probablement qu'il n'existe même pas aujourd'hui encore, tellement ça va vite. Puis l'intelligence artificielle en est un bel exemple. On va s'arrêter quelques instants, Michael, si tu permets, on va prendre une petite gorgée d'eau. Au retour, je veux vraiment qu'on rentre dans MIMS, comprendre ce que MIMS peut faire pour monsieur, madame, tout le monde, parce que souvent, quand on parle d'intelligence artificielle avec les gens, on ne voit pas l'incidence sur nos vies. Tu sais, mis à part mon téléphone qui peut me donner une suggestion de film ou Netflix qui me suggère quelle série écouter ou mon application de bancaire qui me dit « Oh, tu serais peut-être mieux d'épargner un peu plus. » Mis à part ça, qui sont des incidences très pratiques, on a des fois de la difficulté à comprendre à quel point l'intelligence artificielle peut aider la société à avancer. Puis je pense qu'avec MIMS, c'est un bel exemple d'une entreprise qui est tout jeune, mais qui est bien financée, que vous avez du financement, vous avez des beaux partenaires, vous avez des belles réalisations qui amènent ce chemin-là vers les gens. Faire comprendre à quel point un simple donnée intelligence bien gérée, bien quantifiée, bien mesurée peut changer la donne sur beaucoup de choses. Donc, on s'arrête quelques instants, Michael, puis au retour, on aborde ce sujet-là ensemble. Un gros merci d'être avec moi aujourd'hui, Michael. Merci. De retour à Mémoire digitale avec Michael Camus, qui est CTO de My Intelligent Machine, une entreprise de Montréal qui a été fondée en 2017, qui allie bioinformatique, biologie des systèmes, intelligence artificielle. Je ne me suis pas trompé, Michael, j'ai nommé les 3 éléments importants. C'est ça, tout à fait. Exact. Donc, MIMS est une entreprise qui regroupe plusieurs champs d'expertise dans le domaine des sciences et qui utilise... Là, je vais essayer de le vulgariser comme je le comprends, puis tu me corrigeras, ça tombe bien. On t'a aujourd'hui pour le clarifier comme il faut. On utilise l'analyse de données avec l'intelligence artificielle pour optimiser les processus de recherche en pharmacologie. Oui, on peut parler de ça, effectivement. Ça ressemble-tu à... Qu'est-ce que MIMS fait concrètement? Nous, on fournit en fait des logiciels d'intelligence augmentée en fait à des biologistes qui travaillent en recherche et développement dans les biotech et les biopharma. Donc l'objectif en fait c'est d'accélérer la recherche des nouveaux traitements, des drogues, que ce soit des médicaments, que ce soit des vaccins. Donc on est vraiment dans la médecine de précision. OK. Et l'objectif de ça était vraiment l'utilisateur. Donc l'utilisateur est un biologiste. Donc on avait envie de rendre son autonomie vraiment au biologiste pour qu'il puisse avoir les outils nécessaires pour travailler dans son domaine, dans le domaine de la biologie des systèmes, pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un patient, mais de manière numérique,
pour être capable de trier. Avoir des métriques, avoir de la donnée pour être Avoir capable des métriques, d'analyser des cette données, donnée. en fait, exactement. Et puis d'associer en fait ces données-là qui viennent d'origine des séquenceurs, d'associer ça à de la connaissance publique que nous avons au niveau de la recherche, évidemment, dans le domaine de la biologie des systèmes, où il y a des bases de données publiques Okay. qui sont maintenues par des organismes et des pays. Et on est capable de récupérer en fait, ces données-là et de créer vraiment de la connaissance et faire de l'agrégation en temps réel pour remonter de l'information à l'utilisateur. Donc on va chercher aussi ces données-là dans différents points, on a différentes sources. On va chercher des données structurées, semi-structurées et non structurées. Donc on a de la connaissance qui vient aussi d'articles scientifiques. OK. Donc on vise certains domaines comme l'oncologie. Oui, mais j'ai vu justement, MIM s'attaque au cancer. Bon, c'est des grands titres de journaux qui sont faciles et qui font vendre de la copie. Mais concrètement, justement, par rapport à l'oncologie, par rapport à ce traitement, on sait que le cancer est une plaie sociétaire. On veut l'éradiquer le plus rapidement possible. C'est pas un petit défi que de réussir à y parvenir. Je suis convaincu qu'on va réussir à le faire quand avoir une boule de cristal, je serais probablement millionnaire aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Mais comment, justement, on intervient pour changer des produits? On parle de radiothérapie, on parle de chimiothérapie, on parle de traitements qui sont souvent très difficiles, qui ont été testés. Comment on fait pour prendre ces traitements-là ou ce qui existe, puis arriver avec la machine MIMS, puis dire on a peut-être une alternative qui est moins coûteuse, plus efficace? Comment ça se passe, ce processus-là de recherche? Là, on va parler un petit peu de l'utilisation de notre logiciel, en fait. À partir du moment où nos utilisateurs ont les données des patients, en fait, qui sont passés par du séquençage. Donc, on a du traitement bioinformatique qui est fait sur ces données-là. Et nous, on prend toutes ces informations-là et on est capable de faire de l'apprentissage supervisé et non supervisé avec de l'agrégation de connaissances, en fait, pour représenter un patient au format numérique. Donc, Okay. nous, on parle essentiellement de graphes. Donc, on a un graphe par patient. Donc, on a des millions et des millions de points qui représentent, on va dire, un patient de manière numérique. Et ce qui nous permet, évidemment, de comparer énormément de patients et de voir et de comprendre. Nos utilisateurs comprennent quelles sont les différences. Donc, ils sont capables vraiment de segmenter un petit peu ces patients-là, de les trier, de les comprendre pour essayer d'aller vers une recherche de marqueurs, on appelle ça des biomarqueurs en fait, pour se diriger vers la conception de médicaments ou de vaccins. Et Plus ciblé, tout de peut-être? manière numérique. Plus ciblé, peut-être? Est-ce qu'on peut dire que, Plus ciblé, tout en à utilisant, exemple, quelqu'un qui a un cancer du poumon par rapport à quelqu'un qui a un cancer de l'œsophage, pourrait, suite à des recherches utilisées avec le logiciel de MIMS, avec une médication ou un dosage plus ciblé, plus efficace pour exactement ce type de pathologie-là? C'est tout à fait ça, l'objectif, effectivement. Donc la bonne dose au bon moment pour le bon patient, le bon profil de patient. Ce qui est assez important parce que ça limite aussi les effets secondaires. Donc c'est ce qu'on cherche aussi. Et ça permet aussi au biopharma en fait, d'évaluer en fait, le nombre de patients au niveau des essais cliniques en fait, qu'ils ont besoin pour essayer de valider leurs travaux et leurs recherches. Donc, en clarifiant l'échantillonnage initial, on vient optimiser tous ces essais-là. On essaie de s'assurer que les effets soient plus efficaces, mieux dosés, puis qu'on ait des résultats plus rapides dans le processus. Donc, accélérer un peu la réussite de cette création de médicaments-là. Accélérer et diminuer les coûts. Ce qui est assez substantiel dans le domaine du pharma, là, les coûts des essais cliniques, c'est assez monumental. Donc, si on est capable d'agir là, c'est sûr, ça fait une différence. Là. Tout à fait. Et c'est toujours une histoire de connaissances, c'est-à-dire que là, on parle de données en fait, qui viennent des patients, donc du séquençage des patients, et toute la connaissance des systèmes biologiques qui existent dans la communauté, on est capable de mettre en avant en fait, des informations utiles pour les biologistes, pour qu'ils comprennent les profils
et qu'il puisse effectuer de la segmentation et aller vers du marqueur directement. Donc assez rapidement et 100% numérique. Donc après, l'idée en fait, c'est d'aller le plus loin possible au niveau numérique pour pouvoir après valider les résultats en laboratoire. Pour parvenir à créer cette base de données-là, cette librairie de données-là, est-ce qu'on travaille avec des instituts cardiologiques, tu sais, comme l'IUCPQ ici à Québec, qui est l'Institut cardiologique et pneumologique de Québec, a une base de données incroyable sur le cancer du poumon, entre autres, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on travaille avec ces organismes-là? Est-ce qu'on travaille avec des bases de données mondiales sur justement des pathologies typiques? Est-ce que c'est le type de relation que vous avez au sein de MIMS avec des partenaires avec qui vous travaillez? Nous avons, oui, effectivement, des partenaires au sein de MIMS. Donc, on utilise des bases de données mondiales de patients qui sont anonymisés, qui nous permettent d'offrir aussi ces informations-là à nos utilisateurs, parce que toutes les compagnies n'ont pas forcément des cohortes de patients pour faire leurs recherches. Nous avons des travaux aussi de recherche et développement avec des hôpitaux, comme le Jewish Hospital et puis le MUHC. Donc, on travaille sur le cancer du sein et sur le cancer du côlon métastasé dans le foie. Et donc, nous avons des données aussi de ces projets-là, en fait, qui nous permettent de valider et d'avancer la recherche. Est-ce que ce désir d'aider l'humain qu'on connaît à la médecine générale, ça aide pour créer une entreprise comme MIMS en sachant qu'on veut œuvrer pour le bien de l'humanité, pour le bien des gens, pour la santé des gens? Est-ce que la réception de ces partenaires-là est facile quand vous les approchez en disant « Regardez, on travaille sur ça, on a besoin de données pour optimiser nos modèles, pour travailler plus loin ». Est-ce que cette réception-là, elle est facile? Oui, ça va. Elle est facile dans le sens où nous ne sommes pas une compagnie, en fait, nous ne sommes pas une bioformat numérique, c'est-à-dire que nous n'utilisons pas les données pour créer des modèles d'apprentissage et vendre ces modèles à d'autres personnes. Okay. Donc, nous sommes vraiment un éditeur de logiciels et nous vendons des licences. Donc, et nous avons une intelligence artificielle ouverte pour que nos utilisateurs comprennent vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc on ne les met pas au pied du mur avec une décision, par exemple. Il y a tout le cheminement qui est là, sur la logique, la méthodologie, du pourquoi ils voient ça à l'écran. Donc, vu que nous sommes un éditeur de logiciels avec une intelligence artificielle ouverte, donc la réception le est plus facile. Plus facile, le rapport est plus facile, tout à fait. Parce que le partage de données, à ce moment-là, n'est pas à des buts mercantiles ou capitalistes. Non. Donc, c'est vraiment pour les bienfaits de la recherche que vous les approchez. Là. Exactement. Les données de nos utilisateurs sont leurs données. Et ça leur appartient, même leur propriété intellectuelle. Ils gardent leur propriété intellectuelle. Nous sommes vraiment un logiciel. Donc, ça, c'est important de le préciser. Mais c'est important. Exact, c'est important. Puis pour la cybersécurité, il y a beaucoup d'éléments. Tu sais, qu'on parle de portraits omiques de gens, de leurs données génomiques. Donc, on s'entend que c'est l'individu même. La cybersécurité, est-ce qu'il y a des éléments particuliers? Est-ce que vous voyez la blockchain dans ça? Comment on réfléchit à une cybersécurité quand on est dans le domaine de l'intelligence artificielle qui allie santé humaine, génétique? Comment ça se passe? Ça doit probablement tomber dans ta cour une fois de temps en temps là, au niveau de la sécurité informatique. Là. Pas mal, oui, effectivement. Pas mal. C'est très pointu, c'est-à-dire que ça part du départ. Donc on est obligé en fait de développer, de designer en fait nos technologies et nos architectures en prenant en compte les données privées en fait et la sécurité. Donc la sécurité informatique, ça part vraiment du développement, dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut designer un programme. Tous les services que nous avons dans le cloud en fait, sont designés pour éviter en fait, tout problème de sécurité. Donc ça part du programme et puis après ça part au niveau du design de l'architecture, du réseau et de tout ce qui est communication cryptée et des processus aussi de log et d'isolation des données de nos utilisateurs.
parce qu'avec la technologie de virtualisation, on est capable de faire ça. C'est-à-dire que toutes les données des utilisateurs sont isolées et sont traitées dans des boîtes qui ne sont pas sur les mêmes serveurs, Okay. dans les mêmes programmes. Donc on n'a pas les données d'un utilisateur qui va être au même endroit dans la mémoire de la machine avec d'autres données, d'autres utilisateurs. Donc tout est bien séparé. Et quand on réussit à isoler tout ça, on réussit à appliquer les meilleures pratiques au niveau de la sécurité, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est 100% sécuritaire. Hermétique, on peut dire qu'on applique les meilleures pratiques et qu'on travaille avec des compagnies, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, pour tester en fait cette sécurité-là, avec des tests de pénétration, avec des tests de processus, c'est un travail constant? C'est un travail de tous les jours? C'est un travail constant. C'est un travail de tous les jours. Hein. On travaille les sécurités, on a des sujets toutes les semaines. Oh, quand même? OK. Oui. Fait que c'est vraiment à temps plein dans ta cour, là. Oui, tout à fait. Alors, c'est un point très important pour nous, parce qu'on veut que les données de nos utilisateurs soient protégées. Puis qu'on sente la protection protégées. aussi. Qu'on sente aussi que le côté, oui, étude, partage de données pour les biens de la science, mais qu'il y a un niveau de sécurité puis de transparence dans tout ça un petit peu. Je sais que le white box en intelligence artificielle est quand même assez marquant de votre côté, parce que oui, justement, il est ouvert, il est accessible, les gens peuvent voir comment vous vous êtes rendu, ce qui est tout à votre honneur en passant. C'est quoi le rêve le plus fou du trio à la tête de MIMS? Le rêve le plus fou, en fait, c'est de permettre à nos utilisateurs de faire des découvertes et d'appliquer ça à très grande échelle. C'est-à-dire que le rêve, là, c'est d'être capable de récupérer, d'aller vraiment vers la médecine de précision. Donc en temps réel, de récupérer des données de personnes, puis d'être proactif aussi avec ces personnes-là à un moment donné. C'est-à-dire que là, on veut accélérer en fait la création des médicaments, mais à un moment donné, peut-être qu'on voudrait être proactif aussi avec les personnes pour éviter certaines choses en avance, certains problèmes de santé en avance, ce qui pourrait donner un avantage quand même assez important à la société. Donc, d'arriver à un moment où le logiciel MIMS puisse, je vais prendre des prises de sang, mes prises de sang, mon bilan annuel, mes prises de sang sont rentrées dans le système, le logiciel MIMS détecte, oh, il y a peut-être une anomalie, avez-vous regardé tel truc parce qu'il y a peut-être de quoi qui en arrière pourrait générer quelque chose, on vous suggère d'intervenir pour pouvoir faire un protocole de recherche un peu plus avancé? Alors là, on est vraiment dans le futur, là, mais ce serait une possibilité. Est-ce qu'on va aller vers ça? Mais ce serait vraiment une possibilité, en fait, d'avoir des ramifications et d'être capable d'être proactif sur la santé des personnes. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup, ce futur-là, où on est capable de voir en amont, et en tout cas, au moins essayer de prévoir le plus en amont possible et d'intervenir, parce qu'on sait souvent, surtout en oncologie, plus vite on intervient, plus vite on détecte, plus haut le pourcentage de guérison puis de rémission est. Fait que je trouve ça absolument fulgurant. MIMS, c'est une entreprise qui a des gens de partout au monde qui travaillent avec vous, de plusieurs cultures différentes. Cette méthode, cette valeur-là d'inclusion fait partie intrinsèque de MIMS. Tout à fait, exactement. Toute cette, c'est l'écoute, c'est l'échange, c'est l'esprit critique, c'est les propositions. Donc, quand on parle du sujet, évidemment, de l'innovation, c'est un petit peu ça, c'est être à l'écoute. L'innovation, c'est améliorer constamment les choses et écouter les idées et confronter aussi les idées. Et en fonction de ces idées-là et des objectifs qu'on veut atteindre, regarder un petit peu les outils qu'on a, ce qu'on a déjà développé, en fait, pour voir qu'est-ce qu'on est capable de transformer, en fait, pour aller vers ça. Donc, et innover peut peut-être apporter à un moment donné à inventer quelque chose. Donc, c'est des phases de transition. Michael, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. C'est fascinant. J'invite les gens à suivre MIMS, à voir qu'est-ce qui se passe avec vous. Vous avez encore levé du financement, ça va bien, vous êtes en pleine croissance, et ce, malgré 2 ans de pandémie. Il faut se le dire, là. Lancé une entreprise en 2017, on est rendu en 2022, il y a eu 2 ans de pandémie là-dedans. Vous êtes encore là, vous êtes en santé, vous travaillez pour la santé des gens aussi, pour la médecine du futur. Rapidement,
MIMS, on a parlé beaucoup du côté pharma, mais vous œuvrez aussi en agriculture. C'est quoi le volet agritech un peu avec MIMS? Alors, à un moment donné, oui, on a travaillé un petit peu au niveau de l'agritech. Là, on met le focus plus sur sur l'humain. Okay. Donc, par rapport à la pandémie, on a shifté un petit peu en fait et on s'est concentré vraiment sur l'humain. Mais au niveau de l'agriculture, il y avait des sujets, des sujets intéressants par rapport à les aliments, par rapport aux animaux, parce qu'on voulait vraiment aller vers le vivant. Voilà, okay. Tout ce qui est vivant, on est capable de le traiter. Tout ce qui est séquençable, on est capable de le traiter. Okay. Mais là, on se spécialise plus sur le génome humain. Sur le génome humain. Excellent. Merci beaucoup encore une fois. On va vous suivre. Je vous invite tout le monde à suivre MIMS sur les réseaux sociaux, relativement facile à trouver, My Intelligent Machines. Michael Camus, CTO, merci énormément. Bon succès, parce que quand on travaille fort, absolument, c'est le succès qui vient. Puis connaissant un peu les gens avec qui vous travaillez, je sais que ça roule constamment chez vous. Merci, on se reparle bientôt. On va vous suivre énormément. Pour ceux et celles qui veulent nous suivre, Spotify, Apple, Google, bien entendu, sur notre site internet lanternedigital.com. Je vous invite à une prochaine mémoire qu'on va digitaliser. Merci, bye.